Et qui peut être nommé membre du Conseil constitutionnel? Toi, moi, n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui, ton chat. D'accord, n'importe qui. Marceau, tu entends? Tu as un beau projet de... Stéphane Ravier, il est pas membre du Conseil constitutionnel, hein. Voilà. Et à mon avis, il sera jamais membre du Conseil constitutionnel tant qu'on aura ce type de gouvernant. Mais on nous dit, bon, tout ça c'est neutre, tout ça c'est très objectif, et ils sont nés pour leurs compétences. Bien sûr, mais je le dis de l'autre côté, c'est pour Mélenchon aussi. Tout ce qui sort du bloc bourgeois central n'est pas au Conseil constitutionnel. C'est véritablement l'institution gardienne du bloc bourgeois. C'est quand même très bizarre d'avoir une institution où on a des parlementaires qui vont siéger et qui vont apprécier de la constitutionnalité de lois qu'ils ont parfois votées eux-mêmes. Est-ce que cette situation que nous vivons maintenant est un détournement de la volonté initiale du général de Gaulle et du Conseil constitutionnel tel qu'il était, ou est-ce que ça a toujours été, comme ça, est-ce que ça a toujours été comme ça donc... Et en fait, ce ne sont pas des textes à proprement parler juridiques, ce sont des textes politiques. Et ces textes politiques, eh bien c'est là le danger. C'est là où, à partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel va faire de la politique parce qu'il va s'emparer de ces textes pour censurer des lois qui ne lui plaisent pas. Et le problème, mais ça on en parlera après, c'est que le Conseil constitutionnel, il est rarement strict avec les textes. Il est très extensif, tu vois. Mais là, non. Et surtout, pardon, il faut quand même le dire, c'est que là, on est restrictif quand il s'agit de laisser le peuple s'exprimer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Et pour la première fois, on a décidé de faire revenir un invité et pas n'importe lequel. C'était le premier invité de Pas Content avec Tabibian lors de la première saison et vous avez été nombreux à souhaiter le revoir. Bonjour Pierre Gentillet. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Alors vu qu'on t'a déjà reçu, on va peut-être pas s'étendre sur l'intégralité de ton parcours, mais pour ceux qui te découvriraient, parce que ça a 2 ans maintenant la dernière fois qu'on s'est vu sur la chaîne. C'était en février 2022. Mais ça fait... oui, ça a fait 1 an, puisqu'on est dans la 2e saison, effectivement. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, très rapidement, je m'appelle Pierre Gentillet, je suis avocat au barreau de Paris depuis bientôt 5 ans, oui, 5 ans maintenant. J'enseigne le droit à la faculté de Paris, à la Sorbonne, et j'enseigne essentiellement l'introduction au droit, le droit privé, un peu les libertés fondamentales, et j'ai enseigné aussi le droit constitutionnel, et aussi, mais ce n'est pas un métier, hein, bien évidemment, j'interviens de temps en temps et je chronique sur différentes chaînes. Ok. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je te reçois par rapport à un sujet d'actualité, mais qui va nous permettre d'étendre. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qui, à l'instant où nous enregistrons cet épisode, vient de rendre sa décision concernant le RIP, le référendum d'initiative partagée. C'est ça. Alors, quelle a été la décision du Conseil constitutionnel, toi qui, à mon avis, a dû te tenir au courant ? Oui, c'est-à-dire que sans grande surprise, le Conseil constitutionnel a décidé de refuser la demande des parlementaires de référendum d'initiative partagée. Incroyable. Mais tu entends ça, c'est... Ah là, Cours Florent. Alors, donc du coup, c'est pas quelque chose qui te surprend, je suppose ? Non, dans la mesure où il y avait déjà eu une première décision, et puis aussi quand on connaît un peu le Conseil constitutionnel et la position restrictive qui est la sienne dès qu'il s'agit de laisser le peuple s'exprimer, ça ne me surprend pas. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, on va parler un petit peu de cette actualité, mais le cœur de cet entretien sera dédié justement au Conseil constitutionnel que tu ne portes pas vraiment dans ton cœur. Avant qu'on commence justement à parler un peu de cette décision, c'est quoi le RIP ? Alors, le RIP, de son petit nom, qui pourrait d'ailleurs rimer avec un autre acronyme. Bah oui. Bien sûr, mais c'était assez prédestiné d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Le RIP est une construction qui est relativement récente, qui date de 2008, lors de une des dernières modifications constitutionnelles, et c'était le président Sarkozy qui avait introduit ce référendum d'initiative partagée, donc RIP. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, on voulait aller beaucoup plus loin. On voulait être beaucoup plus ambitieux et on voulait notamment permettre à des citoyens d'eux-mêmes. C'était ça l'idée au départ. C'était un référendum d'initiative effectivement citoyenne. Et le RIC a été remplacé par le RIP. Alors qu'est-ce que c'est le RIP ? Le RIP, c'est 3 étapes. Si ces 3 étapes sont respectées, on a un référendum. La première étape, c'est le principe, hein, c'est on va mettre sur la table un référendum
sur lequel les Français vont se prononcer, et ce référendum a une valeur, vous savez, dans notre hiérarchie juridique, tout en haut de cette hiérarchie, le texte le plus important, c'est celui qui est validé par les Français, donc c'est la Constitution ou tout projet qui passe par référendum. Donc c'est un texte très important. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ici, une partie des parlementaires, ceux qui ont soutenu ce RIP, voulaient justement passer par-dessus le 49.3, par-dessus la décision de l'Assemblée nationale qui a validé la réforme des retraites par une loi. Et bien là, on va passer par un référendum. Pour ça, il y a 3 étapes. Et ce RIP n'a pas passé la première, d'ailleurs. Ah d'accord, donc il a échoué, première étape. Ah mais bien sûr, mais en réalité, aucun RIP n'est allé jusqu'au bout. D'accord. Depuis le début. Les 3 étapes sont les suivantes. La première étape, c'est le Conseil constitutionnel, on va en parler après, j'y reviendrai, doit vérifier que le projet de référendum est bien un projet qui correspond à un des domaines prévus par la Constitution et notamment par l'article 11. Vous avez 4-5 grands domaines, des réformes relatives à la politique économique, sociale, environnementale, modification des pouvoirs publics et des questions liées aux traités internationaux. En gros, c'est ça. Première étape, si le Conseil constitutionnel juge que c'est bien dans un de ces domaines-là, alors seulement on passe à la deuxième étape. Quelle est-elle? La deuxième étape, c'est recueillir sous 9 mois 10% du corps électoral en signature, c'est-à-dire 4,8 millions à 4,9 millions signatures. Le ministère de l'Intérieur les recueille et après, une fois que cette étape est faite, pour vous donner un ordre d'idée, une seule proposition de RIP a passé la première et donc est allée jusqu'aux signatures, c'était proposition de référendum sur Aéroport de Paris. Et Aéroport de Paris a recueilli, je crois, seulement 2 millions de signatures. Mais donc aucune proposition n'est allée au-delà de ce stade. D'accord. Mais il y a une 3e étape, et c'est la plus folle, et c'est la moins commentée. Si les 4,8 millions, 4,9 millions signatures sont réunies, alors le texte va à l'Assemblée nationale. Et la Constitution dit exactement ceci. Le Parlement, t'as compris, rien, du coup. le Parlement examine concrètement. Et alors, le Parlement a 9 mois. Si en fait, tu rajoutes 2 étapes pour revenir finalement au problème. Normal. Exactement. Et alors, attends. Le référendum, alors, l'article est très mal rédigé. Et on n'est jamais arrivé jusqu'à ce stade, donc on ne sait pas. Mais il est simplement indiqué, et dans la langue de Molière, ça compte les mots et l'usage des mots, que le Parlement a 9 mois pour examiner le texte. On ne sait pas ce que ça veut dire. Examiner le texte. Donc examiner, est-ce que ça veut dire qu'il y a un vote? Est-ce qu'il se prononce? Est-ce que c'est une première lecture? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, si au bout de 9 mois, il n'y a pas eu d'examen, alors le président doit, là c'est une obligation, la soumettre à un référendum. Traduction. Le Parlement peut, en moins de... Donc il n'a pas 9 mois, il a 6 mois pour se prononcer, je crois. Le Parlement peut très bien refuser d'examiner le texte ou l'examiner et le rejeter. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a pas de référendum. Ça n'a aucun sens, en fait, ce truc. Tu as bien compris, c'est-à-dire que ce RIP est là précisément pour ne pas aboutir. C'est pas une surprise, on s'y attendait. Je prends acte. Ça pose la question quand même de ce sera quoi la bonne solution le jour où il faudra, on pourra déposer un RIP. On a un peu le sentiment que ce texte, il est fait pour que ce soit jamais utilisé, que ce dispositif. Donc c'est ça qui pose problème, mais ça nécessiterait à froid de se réinterroger sur ce dispositif qui finalement, pour l'instant, n'a pas vraiment vu le jour. Voilà. Sauf que là, on n'a même pas passé le stade de la première étape. Parce que le Conseil constitutionnel a estimé que ce n'était pas que ce... Donc, alors, quel était... C'est le domaine d'attribution. Exact. Non, c'est-à-dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel devait vérifier que ce projet de loi référendaire qui contenait... Alors, il y a eu 2 RIP. Alors, en quoi consistait exactement ce projet Alors, il y en a eu 2. Il faut expliquer le premier qui a été rejeté et le deuxième. Mais il faut commencer par le premier étape aussi, pour comprendre la logique. Absolument, dès le début. C'est-à-dire qu'on n'a aucun des 2 RIP sur les retraites qui est passé. Le premier RIP contenait un article unique. Cet article, c'était, en synthèse, il ne peut pas, en France, être fixé un âge supérieur à 62 ans. Le Conseil constitutionnel a une mission à ce moment-là, donc c'est article unique, de vérifier si cet article, si cette proposition est bien, alors ici au cas particulier, une réforme, retiens bien le mot, une réforme de politique économique ou sociale. Je répète. Alors, le Conseil constitutionnel a adopté le raisonnement suivant. Oula, il s'agit bien, ou plutôt il n'a pas contesté le fait qu'il s'agit
d'un domaine de politique sociale, Bien on sûr. parle de la retraite, mais le Conseil constitutionnel a considéré que au moment où a été déposée cette proposition, Ouais. c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi, Bah, sinon, ça a peu il n'y a d'intérêt. pas de changement de l'état du droit en vigueur. Le 14 avril, quand C'est complètement con parce que si tu le fais après, ça n'a aucun intérêt. Si Mais tu le fais bien avant, il sûr. n'y a pas de. En fait, le Conseil constitutionnel a considéré que le mot réforme dans la Constitution, nous, je veux dire très naturellement, le mot réforme peut vouloir dire, et certains constitutionnalistes comme le professeur Paul Cassia d'ailleurs ont écrit sur ce sujet, que le mot réforme peut simplement indiquer objet, mesure, tout objet, mesure de nature à affecter la politique sociale ou économique. Eh bien, le Conseil constitutionnel considère que réforme, ça veut dire changement du droit en l'état en vigueur. Et donc, pris dans un sens extrêmement strict, ça peut se comprendre, mais extrêmement strict. Et le problème, mais ça on en parlera après, c'est que le Conseil constitutionnel, il est rarement strict avec les textes. Il est très extensif. Tu vois ? Mais là, non. Et surtout, pardon, il faut quand même le dire, c'est que là, on est restrictif quand il s'agit de laisser le peuple s'exprimer. Tu vois ? Donc, évidemment que sur un sujet comme ça, on devrait être beaucoup plus large. Donc, c'est ça que le Conseil constitutionnel a décidé. Donc, ça, c'est le premier RIP. Mais le premier RIP, ce raisonnement avait été anticipé par des constitutionnalistes. D'accord. Et donc, il y avait une deuxième proposition, toujours avant la promulgation. Ah bah non, sinon du coup ils vont se faire booster par. Parce qu'attends, c'est bien fait. Avant la promulgation, pourquoi ? Parce que si là, admettons, on met un RIP. Admettons, on met un RIP maintenant. La Constitution interdit tout RIP sur un projet qui porte sur un projet de loi pour au moins 1 an jusqu'à après la promulgation. Pour éviter l'instabilité. Soi-disant, Oui. etc., etc. Donc, le deuxième RIP, qui est déposé juste avant la promulgation, tient compte de ça. Et qu'est-ce que mes collègues juristes ont avancé comme argument ? Ils ont mis 2 articles cette fois. Le premier article, c'était le même, 62 ans. Et le deuxième article, c'est très technique, mais je ne veux pas entrer dans les détails, ils ont simplement dit, cette retraite à 62 ans, elle sera calculée sur un taux de cotisation qui n'est plus de 10 et 17%. On s'en fiche. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça ? Pourquoi ? Parce que c'est. Pour un changement du droit en vigueur. Ils ont pris le Conseil constitutionnel à son propre piège. Ils ont dit, ok, vous voulez un changement, on va mettre un changement ridicule, dont tout le monde se mais fout. sur un taux, quand même, un taux de 7%, mais peu importe. À partir du moment où il y a un changement de l'état du droit, suivant votre jurisprudence, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions, donc la décision d'il y a 3 semaines, vous devez considérer qu'il y a un changement de l'état du droit. Tu me comprends, c'est vraiment Oui, important. bien sûr. Eh bien, le Conseil constitutionnel, quel a été son raisonnement ? Il a fait quelque chose que d'ailleurs il n'aurait jamais dû faire. Il a disséqué ce RIP, donc de 2 articles, article par article. Il a dit article 1, donc article 1, 62 ans. Ils ont coupé en 2. Exactement, alors que normalement, on devrait apprécier dans son ensemble. Parce que l'article 2 qui prévoit un taux, je sais que c'est compliqué, mais un taux différent sur le taux de cotisation, il n'a de sens que parce qu'il s'articule avec l'article 1 sur un maintien à 62 ans. Sauf le Conseil constitutionnel, il a dit, article 1, 62 ans, je reprends la position d'avant, il n'y a pas de changement de l'état du droit en vigueur. Et l'article 2, plus vicieux, il a dit, ce changement de taux de cotisation, c'est une mesure de nature fiscale, Donc, et cette mesure de nature fiscale qui n'est pas sociale et qui n'est même pas économique. Donc, au revoir. Voilà. Non, mais Voilà comment est-ce qu'on a évacué le RIP. Effectivement, c'est honteux, c'est scandaleux, mais ce n'est pas surprenant. Parce que le Conseil constitutionnel répond à une certaine idéologie, à une certaine doctrine. Et moi, je m'étais dit ça avec un ami la veille de la décision. J'avais dit, moi, entre guillemets, très personnellement, et les gens qui sont plutôt pour une réforme de cette institution, pile je gagne, face ils perdent. Parce que pile, je veux dire, dans tous les cas, soit le RIP passe, c'est très bien, j'en suis ravi. On va pouvoir faire repasser cette réforme que Macron a voulu faire sortir par la porte. On l'aurait fait repasser par la fenêtre. Et de l'autre côté, très bien, parce que ça décrédibilise encore plus le Conseil constitutionnel, ou plutôt ça le révèle. Voilà. Ce Conseil constitutionnel, on va en parler justement, ça va être tout le cœur de cet entretien. C'est pas la première fois qu'il valide à peu près toutes les grosses décisions néolibérales, toutes les grosses décisions du pouvoir, celles qui sont voulues par tous nos gouvernements successifs.
Et c'est vrai que c'est un conseil qui est assez mal perçu par la population. Mal connu, oui, tout à fait. Mal connu. D'ailleurs, j'avais regardé quelques sondages d'opinion, mais qui dataient d'avant cette réforme. Il avait même une image plutôt positive dans l'opinion publique, ce qui est assez étonnant. Mais quand on voit comment les gens le perçoivent, là, on se doute on comprend assez vite qu'il y a un problème. On les voit souvent comme des juges. Les gens les décrivent souvent comme des juges, alors que ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre eux. Pas de robe. Et ils n'ont même pas de robe. Techniquement, ces gens qu'on appelle juges n'ont pas de robe. Ils arrivent, ils siègent en civil. Hein. Alors, les membres du Conseil constitutionnel, ils sont désignés par le président de la République. C'est bien ça ? 3 par le président de la République, 3 par le président du Sénat et 3 par le président de l'Assemblée nationale pour 9 ans et renouvelés par tiers. Avec membres de droit, les anciens présidents de la République, mais qui, faut pas se laisser enfumer, faut pas se focaliser là-dessus, ils ne siègent quasiment pas. Ensuite, c'est vrai qu'on pourrait réformer ça. Et qui peut être nommé membre du Conseil constitutionnel ? Toi, moi, n'importe qui. N'importe qui ? N'importe qui, ton chat. D'accord, n'importe qui. Marceau, tu entends ? Tu as un beau projet de... Non, mais je blague pour le chat, mais tout le monde, n'importe quel individu qui a plus de 18 ans, il y a eu au sein du Conseil constitutionnel des parlementaires, il y a eu des avocats, il y a eu des hauts fonctionnaires. Bon, c'est vrai que c'est rarement un boulanger, un artisan Après, c'est pas fait ou pour. un manutentionnaire. Oui et non, parce que j'ai envie de vous dire, vous avez des gens qui n'ont absolument aucune compétence juridique et qui se sont retrouvés membres du Conseil constitutionnel, comme l'ancienne ministre Jacqueline Gouraud, qui certes a une licence d'histoire, qui a été élue pendant une trentaine d'années, je crois, mais qui n'a pas fait montre d'une compétence juridique particulière pour siéger au sein d'une institution qui est quand même une institution qui suppose des compétences juridiques. Mmh. Voilà, c'est le bon vouloir du prince. Et à l'heure actuelle, alors, est-ce que tu sais qui sont les membres du Conseil constitutionnel, ceux qui ont rendu cette décision aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, il y a 9 juges du Conseil constitutionnel. Alors, je ne les connais pas tous par cœur, mais ils sont qualifiés de juges et ils ne sont pas juges. Alors, ils sont qualifiés de juges. Qualifiés de juges, sur quel plan tu parles ? Sur un plan fiscal Tu viens d'employer le mot juge. On les appelle juges. Oui, on les appelle juges. Enfin, en tout cas, dans les membres du Conseil constitutionnel. Et ces membres du Conseil constitutionnel sont 9. Il y a le président du Conseil constitutionnel. Alors, lui, il est bien connu, c'est Laurent Fabius. Mais il part dans un an, puisqu'ils sont nommés pour 9 ans et il a été nommé de mémoire en 2015. Il a été nommé par François Hollande, parce que c'est nommé pour 9 ans. Vous avez également Alain Juppé, qui est membre du Conseil constitutionnel. Donc, c'est pas mal d'avoir ça en tête pour quand on compare justement au RIP sur les retraites. Gardez un peu en tête les gens dont je vais vous évoquer le nom. Donc on a dit Laurent Fabius, on a dit Alain Juppé, on a également Jacques Mézard, qui est un ancien ministre d'Emmanuel Macron. D'accord. On a également Jacqueline Gouraud, ancienne ministre d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs vous pouvez retrouver un article de presse qui date je crois de 2019-2020 où elle allait sur le terrain, comme on dit, pour vanter la réforme des retraites dont elle devra approuver la constitutionnalité 3 ans après. Voilà. Oui. Et évidemment, elle ne s'est pas départie au moment du jugement. 5e membre, vous avez Véronique Balbec, qui est l'ancienne directrice de cabinet d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Et vous avez ensuite 4 autres membres qui sont soit des magistrats, soit des hauts fonctionnaires. Ah, donc il y a quand même au moins quelques magistrats dans l'équipe. C'est ça. Et il me semble qu'il y a aussi un dernier politique dont le nom échappe maintenant. Mais dites-vous que la majorité, que ce soit la majorité relative ou majorité absolue presque, est clairement du côté des politiques. Et puis, ne nous y trompons pas, même les hauts fonctionnaires, ils conservent encore des liens, c'est une évidence, avec bien sûr, avec l'État, avec ce qui a fait ce qui fait encore leur entourage. Oui. Donc il y a pas une stricte hermétique. C'est le problème de partialité, justement. C'est le problème de partialité. Le souci n'est pas tant sur l'indépendance, je pense. Je pense que le souci, effectivement, sur la partialité, mais ça, on aura l'occasion d'en discuter. Donc, évidemment, voilà. Et puis surtout, il faut le dire aussi, ils sont à peu près tous, quand on parle des membres politisés, sur un spectre politique qui va très largement du centre-droit jusqu'au centre-gauche. Oui. Quand même. Oui. Quand même. Merde, quand même. Stéphane Ravier, il n'est pas membre du Conseil constitutionnel. Hein. Voilà. Et à mon avis, il ne sera jamais membre du Conseil constitutionnel tant qu'on aura ce type de gouvernant. Mais on nous dit, bon, tout ça c'est neutre, tout ça c'est très objectif, ils sont pour leurs compétences. Bien sûr, mais je le dis de l'autre côté, c'est pour Mélenchon aussi. Tout ce qui sort du bloc bourgeois central n'est pas au Conseil constitutionnel. C'est véritablement l'institution gardienne du bloc bourgeois.
Et on a un peu l'impression aussi, quand on regarde cette institution, qu'elle est très souvent confrontée à des moments où elle doit soit statuer sur des gens qui ont été leurs anciens collègues, soit sur des lois auxquelles ils ont eux-mêmes pris parti. Alors il y avait quelques exemples que j'avais trouvés dans un article que t'as vu tout à l'heure, sur lequel est couché le chat, donc ça va être difficile de vous le montrer, mais qui est un article du Monde diplomatique qu'on mettra en insert et qui cite quelques exemples. Alors le premier exemple, c'était pendant la loi El Khomri. Ah oui. Où on avait eu Monsieur Laurent Fabius, qui lui avait exercé à la fois les fonctions de député, de ministre, de président de l'Assemblée nationale et de Premier ministre, et qui s'était retrouvé à devoir statuer sur ce texte alors que il était numéro 2 du gouvernement au moment de son adoption. Mais il y a encore mieux. Vous avez également, je crois, Jacqueline Gouraud. Oui. Qui a eu à traiter de la constitutionnalité de textes sur lesquels, parce qu'un texte, typiquement quand c'est un projet de loi, je veux dire, c'est pas 2 mois, hein, c'est parfois des années de travail. Un projet de loi sur lequel elle avait elle-même travaillé. L'exemple est là. Je ne sais pas si elle s'est départie au moment du jugement. On va compter sur son honnêteté. Moi, je n'y compte guère. Oui, c'était écrit là justement dans l'article. Madame Jacqueline Gouraud a siégé pour vérifier la constitutionnalité d'un texte qui, à la demande des promoteurs immobiliers, limitait le droit d'exercer un recours contre un permis de construire et dont, en tant que ministre, elle avait défendu le principe et même adopté la circulaire d'application. Mais bien sûr. C'est complètement dingue. Bah oui. Mais c'est là où les règles. Pas de droit de réserve. Alors, non, il n'y a pas de devoir de réserve. C'est-à-dire que la Constitution ne prévoit pas, ici pour répondre à votre question, un devoir de réserve. La loi organique non plus. Ensuite, il me semble qu'il y a un règlement au sein du Conseil constitutionnel. Mais bon, si vous voulez, je vais vous donner un exemple très concret. Laurent Fabius, quand il a eu à juger de la constitutionnalité ou non du pass sanitaire, du pass vaccinal ou de l'obligation vaccinale, il avait un fils qui, il me semble, a travaillé dans une boîte de conseil qui était en première ligne sur la vaccination. Oui, monsieur Attali, bonsoir. Je voudrais vous poser une question liée à l'actualité. Victor Fabius, le fils de Laurent Fabius, est un des cadres dirigeants de McKinsey en France. McKinsey conseille les labos pharmaceutiques. McKinsey conseille également le gouvernement dans sa stratégie gouvernementale. Et Laurent Fabius, père de Victor Fabius, président du Conseil constitutionnel, a validé le pass sanitaire de Macron en violation d'une dizaine de textes de loi protégeant les Français. Donc ma question est simple. Est-ce qu'on n'est pas là face à un conflit d'intérêts majeur au plus haut sommet de l'État pour un problème qui concerne la plupart des Français dans leur vie quotidienne? Merci. Vous êtes enseignant dans cette école, monsieur? Non, je suis un citoyen. Je vous laisse à votre commentaire complotiste. Je vous remercie. Merci pour votre réponse, monsieur Attali. Donc, malheureusement, les questions éthiques sont pas franchement abordées, et c'est bien dommage, mais bon, encore plus simple. Quelqu'un comme Jacques Mézard, par exemple, qui est un ancien ministre de Macron, mais qui est un ancien parlementaire aussi. Vous savez, en France, et je crois que c'est un peu Montesquieu qui a travaillé là-dessus, je crois, en 1748, dans un ouvrage méconnu qui s'appelle « De l'esprit des lois », on sépare les pouvoirs. On sépare le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le fameux pouvoir judiciaire. C'est quand même très bizarre d'avoir une institution où on a des parlementaires qui vont siéger et qui vont apprécier de la constitutionnalité de lois qu'ils ont parfois votées eux-mêmes. Ça n'a aucun sens. Par ailleurs, il y a une deuxième mission du Conseil constitutionnel qu'on évoque moins. Le Conseil constitutionnel a 2 missions. On n'a pas encore trop évoqué ces missions, mais il y en a quand même 2. Faisons-le. La première mission du Conseil constitutionnel, alors celle-là on va y revenir, c'est de vérifier si les lois, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui lui est soumise, et il doit vérifier si cette loi n'est pas en inconformité avec la Constitution. Ça, c'est sa première mission. Elle a l'air très simple. Mais ça, je pensais que c'était la seule. Il y en a une deuxième, c'est le juge électoral. C'est lui qui va vérifier tous les recours qu'il y a pu avoir sur les irrégularités commises à l'occasion des scrutins. Donc, je lisais un livre de Dominique Schnapper, que j'ai terminé il y a quelques jours, qui s'intitule « Une sociologue au Conseil constitutionnel ». C'est un livre qui a été écrit à la fin, elle a été membre du Conseil constitutionnel dans les années 2000, et elle racontait, je trouve avec beaucoup de lucidité, alors pourtant je ne partage pas du tout ses opinions, et elle est plutôt favorable au Conseil constitutionnel tel qu'il est, que s'agissant de sa mission de juge électoral, il y avait des situations assez incroyables, où elle raconte un exemple où le président du Sénat a carrément passé un coup de fil directement
à Dominique Schnapper, c'est dans son livre, pour lui dire peut-être de faire attention quand elle apprécierait la régularité de telle ou telle élection et que c'était pas bien d'annuler ici l'élection du 10 sénateurs ou du 10 députés. Vous voyez ? Donc rien que là, il y a un problème flagrant au regard de la séparation des pouvoirs et donc au regard des principes constitutionnels. Sauf que, qui apprécie la constitutionnalité de tout cela ? Le Conseil constitutionnel. Le mec qui a passé le coup de fil. Donc on est piégé. Ça, c'est une mission moins connue. Honnêtement, c'est pas celle qui m'intéresse le plus, mais quand même, il faut la mentionner. Mais la première, c'est la plus importante, c'est ce qu'on appelle le fameux contrôle de constitutionnalité, qui fait que, et alors ça, c'est vraiment le point qui vraiment doit attirer l'attention, je pense, de tout le monde. C'est que tout le monde se focalise sur la loi, et c'est vrai qu'en France, on a une tradition plutôt légicentriste, c'est-à-dire on considère que la loi, c'est l'outil normatif le plus important. Seulement, voilà, je vous donne un cas concret. Si demain, une loi est votée à l'unanimité des parlementaires, ok, 100% du Sénat, c'est déjà arrivé, et que le Conseil constitutionnel saisi, alors pas par les parlementaires, mais admettons par le président de la République, considère que cette loi est contraire à une disposition de la Constitution et de textes constitutionnels et de principes non écrits constitutionnels, on y reviendra, alors la loi ne passe pas. Voilà toute la difficulté. Incroyable. Vous avez demain des parlementaires qui sont élus par le peuple, qui décident à une majorité ou à une unanimité de voter un texte. Eh bien, le Conseil constitutionnel peut décider que ça ne passe pas. Mais alors, là, je pense qu'on va être obligé de faire un petit passage historique. Parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est le général de Gaulle qui met en place le Conseil constitutionnel. J'ai du mal à imaginer le général de Gaulle valider un tel truc. Est-ce que cette situation que nous vivons maintenant est un détournement de la volonté initiale du général de Gaulle et du Conseil constitutionnel tel qu'il était, ou est-ce que ça a toujours été, comme ça est-ce que ça a toujours été comme ça ? Donc, quelle est l'histoire, en fait, de ce Conseil constitutionnel ? C'est une très belle histoire. On pourrait me remonter à des débats doctrinaux entre Carl Schmitt et Hans Kelsen. Il y a toujours eu cette question de savoir. C'est-à-dire que... ça, c'est toute la question du gardien de la Constitution. On peut partir de là si tu veux. Je peux... Historique ou philosophique, tu choisis. Partons de la philo et puis allons sur l'histoire. Allons sur l'histoire, si tu veux bien. C'est un débat tout à fait passionnant. C'est-à-dire que il faut expliquer aux gens. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle une hiérarchie des normes en France, qui fait que le texte le plus important, c'est le texte constitutionnel. C'est ce qu'on appelle, d'un mot simplifiant, le bloc de constitutionnalité. D'accord ? Ensuite, vous avez les traités. Ensuite, vous avez la loi. Et ensuite, vous avez les décrets, etc. Et cas concret, demain, il y a une incompatibilité entre un décret et la loi. Qu'est-ce qui l'emporte ? C'est la loi. Voilà. Donc demain, il y a une incompatibilité entre la loi et la Constitution. C'est la Constitution qui l'emporte et la loi est annulée. C'est comme ça que fonctionne notre système juridique. Seulement, voilà, se pose une question, c'est que pour faire appliquer la loi, on a des juges judiciaires, au sommet desquels vous avez la Cour de cassation. Pour faire appliquer les décrets, vous avez des juges aussi, vous avez les juges administratifs et le Conseil d'État. Bon. Mais qui pour faire respecter la Constitution ? Parce que, et là on entre dans le débat philosophique, c'est la question de savoir qui doit être le gardien de cette Constitution. Et toutes les écoles philosophiques que juridiques, alors ne sont pas d'accord, mais au moins sont d'accord sur un point, c'est que s'il n'y a pas forcément un juge, mais un gardien de cette Constitution, c'est une profession de foi, si vous voulez. C'est une déclaration d'intention. Oui. Parce que si demain on viole la Constitution, mais qu'il n'y a personne pour la faire respecter, qu'il n'y a pas de gardien, on peut s'asseoir dessus. Donc on est d'accord qu'on part d'une bonne intention. Donc absolument, ça part d'une bonne intention. Et typiquement, pour corriger certains excès, et je crois que l'histoire en est remplie de ce genre d'excès, pas besoin de parler d'Adolf Hitler, Napoléon par exemple, s'est assis sur la Constitution, je parle de Napoléon III, avec le coup d'État qu'il a fait en 1851 et après confirmé en 1852. Mais le dernier roi, Louis-Philippe, est chassé par une révolution en 1848. La Deuxième République est proclamée. C'est à ce moment-là que Louis-Napoléon Bonaparte revient en France après avoir vécu de nombreuses années en exil. Quelles peuvent bien être ses intentions à ton avis ? Eh bien, il se présente aux élections présidentielles. Il est encouragé par ceux qui regrettent le règne de son oncle. En effet, tu dois comprendre qu'à l'époque, la figure de l'empereur Napoléon Ier est encore bien présente dans la mémoire des Français, qui décident donc d'élire Louis-Napoléon comme le premier président de la République. En revanche, il est élu pour 4 ans seulement et très rapidement veut se présenter aux élections.
Or, c'est interdit par la Constitution. Qu'à cela ne tienne, voilà notre Louis-Napoléon Bonaparte qui réussit par un coup d'État le 2 décembre 1851 à modifier la Constitution en renforçant ses pouvoirs de président. Donc, la question est de savoir comment assurer le respect de cette Constitution. Il y a un immense débat intellectuel qui s'est joué entre deux titans du monde juridique, qui s'est joué outre-Rhin, mais il a eu des échos en France, que sont Carl Schmitt et Hans Kelsen. Hans Kelsen est un juriste qu'on appelle positiviste, plutôt libéral, plutôt plutôt Mathieu plutôt de Slama. gauche. Je pense que oui. Oui. Je pense Vous pourriez qu'il est- refaire le même débat, en Avec fait. plaisir, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Enfin, je préjuge Oui, pas de sa pensée, bien mais sûr. je pense qu'il est plutôt là-dedans. C'est un partisan de l'état de droit, etc. Bon. Et Hans Kelsen, lui, juriste autrichien, c'est un juriste positiviste, plutôt libéral, je vous le dis. Et lui, ce qu'il nous dit, il dit, je simplifie à l'extrême pour Bien les sûr. juristes, dans un livre qui s'appelle Le gardien de la Constitution, ou Qui doit être le gardien de la Constitution d'ailleurs, qui est une réponse à Carl Schmitt, il nous dit voilà, le gardien de la Constitution, ce doit être le juge. Et il faut des juges. Mais, il ne faut pas lire Kelsen de travers. Kelsen dit attention. Et c'est là où je suis plus du côté de Kelsen quand même. Il dit les textes qui doivent être contrôlés par le juge doivent être des textes relativement neutres, objectifs. Pas de texte trop politique, pas de déclaration d'intention. Il écrit même éviter tous les mots comme liberté. Vous voyez, c'est vous dire à D'accord. quel point il avait aussi pressenti. Et donc, Hans Kelsen nous dit, la Constitution, qu'est-ce que c'est la Constitution ? La Constitution, c'est un contrat entre tous les membres du peuple, et le juge, par excellence, c'est celui qui vient interpréter le contrat. Et donc, il faut une cour de juges, et c'est d'ailleurs pour laquelle Hans Kelsen a été un des juges d'une des plus vieilles cours constitutionnelles en Autriche. Donc, première hypothèse, on dit voilà, qui va faire assurer le respect de la Constitution ? Ce sont des juges. Des gens dont c'est le métier. Des gens dont c'est le métier, absolument, des professionnels, etc. C'est pour ça qu'en fait, on n'est ni dans Kelsen ni dans Schmitt, vous allez voir. Schmitt, donc Carl Schmitt, juriste allemand, pardon. Carl Schmitt, lui, qui n'est pas du tout un juriste libéral, plutôt un juriste antipositiviste, bon, qui a eu quelques compromissions aussi avec le régime nazi, mais il a été écarté après en 1936. Bon, voilà, je vais pas refaire toute l'histoire de Carl Schmitt. Puis on l'avait abordé dans la première Première émission. vidéo, voilà, qui aujourd'hui est cité autant à gauche par Chantal Mouffe ou à droite, bon, qui est complètement décloisonnant. Carl Schmitt, lui, il répond différemment. Dans un ouvrage aussi, qui s'intitule, je crois, Le gardien de la Constitution, ou Qui doit être le gardien de la Constitution, c'est un des deux titres, malheureusement, je ne me souviens plus. Carl Schmitt, lui, nous dit, ça peut paraître surprenant, mais vous allez voir, De Gaulle, il y a un écho dans la Ve République à ce que je vais dire. Carl Schmitt nous dit, le gardien de la Constitution, ce doit être le président. Alors ici, le président du Reich, le président de la République, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça ? Parce que Carl Schmitt nous dit, et au fond c'est une des obsessions de Carl Schmitt, il nous dit, le droit n'est jamais neutre. A fortiori, quand on parle d'un droit aussi politique que le droit constitutionnel. Et cette matière constitutionnelle, c'est une matière politique. On en parlera après. Il y a plein de décisions du Conseil constitutionnel qui le montrent. Donc, sur une matière aussi politique, pour Carl Schmitt, il faut une autorité politique. Et là où Carl Schmitt est assez innovant, c'est il nous dit, alors ça va beaucoup te surprendre, il nous dit, le président, c'est un pouvoir politique, mais c'est un pouvoir neutre. Ça paraît surprenant, mais pourquoi ? Oui. Il se réfère à une vieille notion qui est une notion d'un libéral, d'ailleurs, de Benjamin Constant. Benjamin Constant a développé la notion de pouvoir neutre, et il dit, en fait, la neutralité se définit de deux manières. Soit tu dis que la neutralité, c'est le tiers neutre. C'est-à-dire, tu as un conflit, tu fais venir une tierce personne et tu dis départage-nous. Mais il y a aussi une autre manière de penser la neutralité. La neutralité, pour Benjamin Constant, c'est la neutralité de synthèse. La neutralité de synthèse, c'est celui qui est au centre de toutes les opinions, qui est au milieu de tout, qui rassemble toute la table. C'est un peu le chef de famille. Et ici, le président de la République, le chef de l'État. Et donc, ce chef de l'État a deux particularités. Un, c'est un pouvoir neutre. Et deuxièmement, pour manier un texte politique, il faut une autorité politique. C'est la raison pour laquelle il pense que le gardien de la Constitution, ce doit être le président. Ce débat a eu lieu, et alors, on en arrive à la Ve République. Et en France, on a plutôt choisi une voie schmittienne. Les deux. On a choisi les deux. La Constitution est rédigée de manière assez amusante. C'est-à-dire que 3 grands juristes ont influencé la Constitution de la Ve République. Alors juste avant 58, comment on réglait cette question-là ? Alors,
C'est très simple. Avant 1958, donc la Troisième République et la Quatrième, sous la Troisième République, il n'y avait pas de Conseil constitutionnel. Donc en fait, il n'y avait pas de constitution, il y avait ce qu'on appelait les lois constitutionnelles. Oui, il n'y avait pas de constitution. Et elles pouvaient être modifiées par le Parlement. Donc en fait, si vous voulez, le juge de la Constitution, c'était le Parlement. C'était le Parlement, d'accord ? Sous la Quatrième République, on a fait une ébauche de conseil constitutionnel qu'on appelait un comité constitutionnel. Okay. Mais le Parlement, qui était très puissant sous la Quatrième, s'est rapidement assis dessus. Il y a eu une décision de ce comité constitutionnel et on l'a enterré. Voilà, concrètement, c'est ça. C'est seulement sous la Cinquième République qu'on réinstitue cette idée de conseil constitutionnel. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qui a l'idée ? Pourquoi ? Eh bien justement, les juristes autour de De Gaulle. Mais les juristes autour de De Gaulle le pensent comme un outil contre le Parlement et contre les excès du parlementarisme. Concrètement, la mission du Conseil constitutionnel en 1958, elle est unique. C'est de vérifier que le Parlement n'empiète pas sur les pouvoirs du président de la République. Parce que sous la Quatrième, sous la Troisième République, c'était le Parlement qui dirigeait. Et De Gaulle, la vision qu'il a, c'est une vision, alors pas d'un pouvoir exécutif tout puissant, ne faisons pas de mauvaise lecture, parce qu'il y a aussi la question de la responsabilité. Il a démissionné en 69, De Gaulle, après un référendum perdu. Et lui, il faisait des référendums. Hein. Tout ce que fait pas Macron. Il ne démissionne pas, il ne fait pas de référendum. Bon. Mais il doit vérifier qu'il n'y a pas d'empiètement. C'est ça le rôle. Et il y a une particularité, c'est-à-dire que les juristes qui ont travaillé autour de cette constitution, là, il y avait Michel Debré, mais il y a aussi René Capitan, René Cassin, etc., sont, pour certains d'entre eux, des juristes qui ont bien lu Carl Schmitt, qui ont bien lu Kelsen aussi, mais qui ont bien lu Carl Schmitt. Et il y a, dans la Constitution de la Cinquième République, à la fois un pouvoir pour le Conseil constitutionnel de vérifier la conformité de la Constitution, mais il est dit aussi, dans un article, alors le numéro m'échappe, mais c'est assez facile à retrouver, que le garant, celui qui est garant du respect de la Constitution, on pourrait presque dire le gardien, c'est le président de la République. Donc, dans des cas, et c'est déjà arrivé sous la Cinquième République, où on avait des divergences d'interprétation, c'est le président de la République qui a tranché. Le meilleur exemple, c'est 1986. En 1986, François Mitterrand, il est en cohabitation. Jacques Chirac est son Premier ministre, il lui dit « Je veux faire passer des ordonnances de privatisation ». La Constitution nous dit, je crois que c'est l'article 38 de mémoire, le président de la République signe les ordonnances. Mitterrand a dit « Je ne suis pas un robot. Je signe si je veux. » Et bien Chirac, il a eu beau faire tout ce qu'il voulait. C'est le président et c'est la lecture du président qui l'a emporté. Parce qu'il est aussi le garant du respect de la Constitution. Et donc il peut donner son interprétation. Vous voyez ? Donc en fait, dans la Cinquième République, il y a un peu les deux. Et ça a changé. Ça a changé à partir de cette grande décision de 1971. Mais avant, c'est simplement l'outil pour remettre le Parlement à sa place. Vraiment, ce n'est que ça. Et qu'est-ce qui se passe en 71 alors ? Alors en 71, il y a marchait bien jusqu'en 71 ? Ça marchait. Moi, je pense que ça marchait très très bien. Il était souvent consulté, ce Conseil constitutionnel, par rapport à maintenant ? Non, très peu. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on en entend parler tous les 15 jours du Conseil constitutionnel. C'est quoi ? C'était quelques dizaines de décisions, alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 décisions qui sont rendues chaque année par le Conseil constitutionnel, mais aussi parce que avant, si vous voulez, 2008, ça c'est une autre grande réforme, le Conseil constitutionnel, il ne se prononçait qu'avant la promulgation d'une loi. Là, maintenant, il suffit que la Cour de cassation ou le Conseil d'État l'interroge sur une loi qui est déjà en cours pour qu'il se prononce sur sa constitutionnalité. Donc des lois, par exemple, qui peuvent dater de 1930, 1940, 1950, des vieilles lois, et le Conseil constitutionnel, il va arriver, il va dire ça c'est constitutionnel, pas constitutionnel. Donc c'est ce qui fait qu'il se prononce beaucoup plus. Mais ça, c'est depuis 71. Non, alors ça, c'est en 2008, c'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, dite QPC, qui fait que n'importe quel haut magistrat, Cour de cassation ou Conseil d'État, à l'occasion d'un litige, peut transmettre une question sur la constitutionnalité d'un texte en vigueur au Conseil constitutionnel. Bon. Mais ça, c'est pas le plus dérangeant, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est 71. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui se passe en 71 ? Alors, en 71, donc je vous l'ai dit, jusqu'à présent, c'était plutôt une constitution qui allait dans le sens du président et le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, c'était des proches du général de Gaulle. La majorité du Conseil constitutionnel, le président, c'est Léon Noël, c'est un ancien ministre du général de Gaulle. Même après, en 65, c'est un ancien ministre du général de Gaulle. Enfin, bon, la question de la neutralité des membres, elle ne se pose pas parce qu'en réalité, ce n'était pas l'objet. L'objet, c'était vraiment une arme contre le Parlement. Voilà. Et à partir de 71, et alors beaucoup de juristes vont s'en réjouir, mais après beaucoup vont en revenir, le Conseil constitutionnel va s'autonomiser. Pourquoi ? En 1971, un texte sur la liberté des associations
arrive devant le Conseil constitutionnel. Parce que le président du Sénat saisit le Conseil constitutionnel. À l'époque, seules 3 personnes le pouvaient. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président de la République. Là, c'est le président du Sénat. Aujourd'hui, c'est 60 députés. Tu rajoutes aussi 60 députés, 60 sénateurs. Et je te dis en plus, les hauts magistrats, Cour de cassation et Conseil d'État, qui le peuvent. Ok. Donc, si vous voulez, c'était assez limité. Le président du Sénat est plutôt un adversaire de Georges Pompidou. Et il veut, je cite le courrier qu'il adresse au président du Conseil constitutionnel, donner une leçon à M. Pompidou. Et donc, cette loi sur la liberté d'association, le Conseil constitutionnel va se prononcer pour vérifier si elle est conforme ou non à la Constitution. Ok. Jusque-là, tout se passe comme d'habitude. Jusque-là, tout se passe comme d'habitude. Sauf que, et c'est là la grande révolution juridique, et il faut bien comprendre toutes les implications, et pourquoi est-ce que ça nous concerne, nous, directement. À la suite du mouvement de mai 1968, une série de dissolutions administratives d'associations d'extrême gauche furent prononcées. En réaction, des intellectuels, dont Simone de Beauvoir, formèrent l'association des Amis de la cause du peuple, association trotskiste, dont le préfet de police, à la demande du ministère de l'Intérieur, refusa l'enregistrement. Simone de Beauvoir et ses camarades attaquèrent la décision devant le tribunal administratif de Paris, qui fit droit à leur demande. C'est alors que Raymond Marcellin, alors ministre de l'Intérieur, pour voir interdites ces associations, entama alors une réforme de la loi encadrant les associations du 1er juillet 1901. En fait, le gouvernement de l'époque souhaitait établir par la loi une obligation de contrôle administratif de la naissance des associations, alors que la loi de 1901 énonce que leur création est libre par le simple fait d'une déclaration en préfecture. Pour Marcellin, la reconnaissance de liberté sans limite signifierait la disparition de l'État et l'avènement d'une société anarchique. La messe est dite, cette réforme avait donc vocation à interdire le principe de liberté d'association. Quand cette loi arriva au Sénat, elle fut aussitôt rejetée. Le Conseil constitutionnel va alors être saisi par le président du Sénat, Alain Poher, afin d'effectuer un contrôle de conformité a priori de cette modification de loi à la Constitution. Et pourquoi c'est pour reprendre l'expression de Robert Badinter, un coup d'état juridique. En 1971, donc je vous l'ai dit, la mission du Conseil constitutionnel, c'est il a un texte, une loi, et il regarde les 89 articles de la Constitution et il dit est-ce qu'il y a un risque d'inconformité ? Normalement, il n'est pas compliqué. Mais uniquement ce texte, qui est un texte relativement clair. Tout le monde peut aller le lire. C'est un texte sur lequel il n'y a pas beaucoup d'interprétation à faire. C'est les pouvoirs du président, les pouvoirs du Parlement, les pouvoirs des juges, etc. C'est assez clair. À partir de 71, le Conseil constitutionnel dit je vérifie de la conformité de la loi à la Constitution de 58 et du préambule de la Constitution de 1946, qui en fait est une déclaration très générale de droits. Droit à la liberté, droit à un emploi, un certain nombre de droits, comme ça. Vous avez aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais ce sont des textes relativement flous, des textes clairs, relativement vagues. Et en fait, ce ne sont pas des textes à proprement parler juridiques, ce sont des textes politiques. Et ces textes politiques, eh bien c'est là le danger. C'est là où, à partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel va faire de la politique parce qu'il va s'emparer de ces textes pour censurer des lois qui ne lui plaisent pas. D'accord ? Je te donne un exemple. Attends, il n'a pas le droit de changer les règles comme ça, le Conseil. Oui, mais qui va lui dire non ? Le président de la République, puisque c'est lui qui, in fine, a le droit de faire comme Mitterrand. Oui, alors là, en l'occurrence, c'est plus compliqué. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est une réforme de la Constitution, et il ne l'a pas fait. Sauf qu'il y a une difficulté, c'est que le président qui a suivi, Valéry Giscard d'Estaing, s'est félicité de cette décision, en 1974, quelques années après, et il a même permis au Conseil constitutionnel d'aller plus loin dans ses prérogatives. Il a fait en sorte que les 60 parlementaires ou 60 députés, enfin n'importe lequel, puissent saisir le Conseil constitutionnel, et il a dit au Conseil constitutionnel, à partir de maintenant, vous n'êtes plus seulement le garant de la Constitution, mais garant de l'état de droit. Et si tu m'écoutes un peu, tu sais que l'état de droit, ce n'est pas neutre. Je suis garant de la table, et toi, voilà, hop, parce que t'es dans le champ. Voilà. Et l'état de droit, ce n'est pas une notion neutre. C'est une notion en réalité très politique. Donc, maintenant, soyons concrets, parce que du coup, les gens vont se dire c'est formidable, on dégage des droits, nos droits, c'est super. Non, encore une fois, ça suffit. C'est-à-dire que quand on dégage un droit, c'est pas neutre et ça peut porter atteinte à d'autres droits. Je dis deux exemples concrets. Deux exemples parce que pour l'instant, ça change pas grand-chose. On a l'impression que c'est génial. Voilà. Mais en réalité,
Génial, surtout pas grand-chose, parce que Non, étant mais- donné, moi tu me dis la Déclaration des droits de l'homme, je te dis ce texte ne comportant absolument aucune mesure normative, ça va pas changer grand-chose, puisque Mais je vais si. pas pouvoir m'appliquer sur quoi que ce soit de vraiment Bah, concret pour te voter un truc. Ça pose plusieurs difficultés. La première difficulté que ça pose, c'est que, je vous l'ai dit, c'est des textes relativement neutres. Oui. Je vais vous donner un exemple très concret, alors ça c'est plutôt du droit européen, mais on peut l'appliquer au droit français. Ok. Quand on dit aux gens, toi par exemple, est-ce que tu es contre les droits? Non, t'es pas contre les droits, Non. t'es pour les droits, ça veut rien dire, j'ai dit Contre ça à la mes guerre étudiants, voilà, c'est aussi stupide que ça, tout à fait. Mais regarde, quand on dit, vous êtes contre, je prends un exemple, mais j'ai aucun avis, j'ai pas d'avis là-dessus, je m'en fous, mais le droit à l'IVG. Ok. Le droit à l'IVG, on dit vous n'êtes pas contre le droit à l'IVG. On est pour dégager des nouveaux droits aux gens. On dit ça de manière un peu imbécile. Sauf que, quand on décide, et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a eu en 75 l'occasion de statuer là-dessus, même s'il a botté en touche, mais peu importe. Les requérants, d'ailleurs à l'époque c'était Charles Pasqua qui avait fait le recours, disaient mais ce droit à l'IVG, enfin c'était pas encore un droit à l'IVG, mais l'IVG, qu'on appelle après droit à l'IVG, porte atteinte à un autre droit, le droit à la vie. Donc il y a deux droits ici. Où est la politique? La politique, c'est quand on choisit un droit plus qu'un autre. Moi, ma question, mon sujet, c'est que celui qui choisit le droit qui prime par rapport à l'autre, typiquement des droits politiques comme ça, c'est pas un juge qui doit le faire. C'est le peuple. C'est une instance politique. C'est le Parlement. Voilà la grande difficulté. D'accord? Deuxième exemple, affaire Equissem. Affaire Equissem, bon, on est plus général Là, sur les tout juges. récemment, là Bah oui, l'expulsion de l'affaire Equissem. Tu te souviens? Donc l'imam qui Absolument. a été expulsé par Gérald Darmanin Alors au là, Maroc. c'était pas le Conseil constitutionnel, mais le raisonnement est exactement le même. Et Après, c'est ça tu ce que donneras je un veux exemple par comprendre. rapport au Conseil constitutionnel lui-même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je peux te sortir l'affaire Cédric Herrou, on en parlera après. Mais dans cette affaire, je donne des exemples pour bien comprendre aux gens qu'il n'y a rien de neutre, comme dirait Carl Schmitt, à se prétendre neutre et à faire prévaloir un droit plus qu'un autre. Dans l'affaire Equissem, dans un premier temps, le tribunal administratif a suspendu l'expulsion de ce prédicateur islamiste. Au nom de quoi? Au nom du droit de mener une vie familiale normale. Vous l'avez beaucoup entendu parler. Ça, c'est présent où, ça? Mais ça, c'est présent dans la CEDH. Mais c'est aussi, ça a aussi une valeur constitutionnelle. Bon. C'est pour ça que je te dis, le raisonnement, on peut l'appliquer au niveau du Conseil constitutionnel. Là, en fait, tu as plusieurs droits qui s'opposent. Quand tu dis je suis pour faire en sorte que le droit de mener une vie familiale normale de monsieur Equissem s'applique, on te dit ça tout de go, tu dis bah oui, effectivement, je suis pour. Mais il y a un autre droit à côté. Et ça, ce sont les droits qu'on a tendance à oublier, c'est les droits collectifs. C'est le droit à la sûreté de notre peuple, c'est le droit à notre intégrité. Enfin, je veux dire, si demain, on a des prédicateurs islamistes, ou je vais être encore plus provocateur, comparaison n'est pas raison, mais je sais pas moi, si des partisans d'une restauration d'un État nazi, d'accord, ou des partisans particulièrement extrémistes, et qu'on les laisse se développer librement, d'accord. Je sais qu'il y a un débat sur la liberté d'expression, mais je prends un exemple extrême. On est d'accord que ça nous fait poser quelques risques quand même. Si on a quelqu'un demain, c'est oui, comme pas aux le cas. États-Unis, un American Nazi Party, voilà, qui eux disent vraiment, on refait des camps. Ou quelqu'un qui appelle dans la rue publiquement à tuer des gens. D'accord ? On dira, bah ici, vous voulez l'expulser, c'est la liberté, c'est le droit de mener une familiale normale. Non mais attendez, il y a autre chose en face. Il y a autre chose. Il y a nos droits en tant que peuple, droits collectifs que je veux réinstaurer. Droit de notre peuple à une certaine sûreté, à une certaine sécurité, à une certaine liberté aussi. C'est la question du pass sanitaire et du pass vaccinal. Donc ça, c'est pas pris en compte. Donc vous voyez, il n'y a rien de neutre. Il y a toujours un choix à faire. Et il y a toujours un choix politique quand on est sur des droits comme ça. Donc, à partir de 1971, le Conseil constitutionnel rajoute des droits politiques. Et j'irai même plus loin, et je terminerai par ça. Le Conseil constitutionnel a rajouté, et là je vais donner mon exemple concret sur le Conseil constitutionnel, des principes non écrits. D'accord ? Parce que non écrits. Absolument. C'est-à-dire que tu as des principes qui sont, alors je le dis, le Conseil constitutionnel, il juge en fonction de la Constitution de 1958, mais aussi le texte écrit, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui est très large, très flou, le préambule de 1946, qui programme un certain nombre de droits sociaux, la Charte de l'environnement, très large aussi, mais également, ça c'est écrit, mais du droit non écrit. Qu'est-ce que c'est le droit non écrit ? C'est des principes. Et ces principes, qui les invente ? Qui les dégage plutôt ? Le Conseil constitutionnel. Et c'est lui, en premier et en dernier recours, qui est juge de ça. Par exemple, qu'est-ce qui a justifié le pass sanitaire, pass vaccinal ? C'est l'objectif à valeur constitutionnelle de préservation de la santé ou de la salubrité publique.
Cet objectif de valeur constitutionnelle supérieur à la loi, d'accord, a fait en sorte qu'on a pu mettre sous cloche toute une partie de liberté fondamentale, etc. Mais qui apprécie, regarde, exemple, pass sanitaire. Le pass sanitaire, je l'ai bien commenté, je m'en souviens, avec toi d'ailleurs. Pass sanitaire ou pass vaccinal? La question pour le Conseil constitutionnel, question toute politique, était de savoir qu'est-ce qui prime entre l'objectif à valeur constitutionnelle et un nombre incroyable de libertés individuelles, liberté d'aller et venir, liberté de réunion, voilà, un certain nombre de droits et libertés. Et bien le Conseil constitutionnel a fait primer cet objectif à valeur constitutionnelle. Alors derrière, il y met une argutie juridique, mais les décisions d'ailleurs sont très peu... Mais on peut dire tout et son contraire, parce que c'est politique, c'est une question d'avis politique. Il faut bien comprendre ça. Donc c'est pour ça que ce n'est pas neutre quand on met des textes comme ça. Donc au départ, on se dit c'est formidable, on va préserver nos droits individuels, mais regardez, pas du tout. Pas du tout. Et l'affaire Cédric Herrou, je peux aussi en parler. Cédric Herrou, c'est vraiment le Conseil constitutionnel. Alors là, on est dedans. On est en plein dedans. Je peux te donner effectivement le pass sanitaire, pass vaccinal aussi, hein, je l'ai cité. Et d'ailleurs, tu vois, regarde, c'est la preuve que quand on dit ça va nous donner des droits, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est-ce que ça nous a protégés du pass sanitaire et du pass vaccinal? Pas du tout. Quels sont les États qui n'ont pas mis de pass sanitaire et pass vaccinal en Europe? La Hongrie, la Russie. Tiens, c'est curieux. C'est curieux. Ces États dits illibéraux et plutôt étrangers à l'état de droit. Ça doit nous faire un peu réfléchir quand même. Sur l'affaire Cédric Herrou, donc ça ne nous a pas protégés, ces histoires de droits individuels. Sur l'affaire Cédric Herrou, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est en quelle année là? 2016 et l'addition est rendue en 2018 de mémoire. D'accord. En 2018, le Conseil constitutionnel a jugé d'un cas qui était celui d'un passeur de migrants. Enfin, il se présentait comme un agriculteur, mais il était connu surtout pour faire passer des migrants et héberger des migrants. Et il s'appelle Cédric Herrou. Et Cédric Herrou, quand il héberge des migrants, à l'époque, c'est un délit. C'est un délit parce que ce sont des personnes en situation irrégulière, et aider des personnes en situation irrégulière à se maintenir sur le sol, c'est à l'époque un délit. L'affaire arrive devant les tribunaux et elle est transmise par un juge, il me semble, de la Cour de cassation. Donc tu vois, la question prioritaire de constitutionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure fait qu'on interroge le Conseil constitutionnel en lui disant « Est-ce que ça, c'est conforme à la Constitution et au texte constitutionnel ?» Le Conseil constitutionnel... C'est vrai que dans la Constitution, il n'y a pas de chapitre sur les migrants. Voilà, eh ben oui, mais il y a. Alors là, il faut la lire, cette décision, j'ai dû la lire au moins 10 fois. Le Conseil constitutionnel nous a dit deux choses. Un, il existe un principe constitutionnel, donc supérieur à la loi, qui fonde le délit. Dit de fraternité. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 fois le mot fraternité dans la Constitution. Je te jure que c'est vrai. Donc, première conséquence, il y a un principe de fraternité. Il y a combien de fois le mot souveraineté? Parce qu'on l'a toujours pas. Donc il y en a au moins une dizaine de fois, mais je suis d'accord, mais j'en parle souvent. Et deuxième conséquence, ce principe de fraternité s'oppose à ce délit. Parce qu'il est contraire à la fraternité. Donc, le loi sur le délit est annulé. Sur la devise et sur 2 fois le mot fraternité dans la Constitution, donc au total 3 occurrences. Moi, je peux m'amuser, je peux regarder le nombre d'occurrences souveraineté et peuple et dire que toutes les directives européennes ou toutes les lois inspirées des directives européennes sont des atteintes à notre souveraineté et basta, on les annule. Curieusement, on va pas de ce sens-là. On peut aller sur toute une série de domaines. Par ailleurs, cette décision, et c'est là où je veux montrer l'élément politique, bon, là, c'est quand même assez flagrant, parce que la fraternité, c'est très vague. Réfléchissons-y un instant. C'est pour ça que j'ai fait le distinguo juridique. Entre 1, on dégage un principe, et 2, on l'applique. Si tant est qu'on dégage ce principe de fraternité. La fraternité, en latin, ça vient de frater. Frater, c'est le frère. Par ailleurs, et comme c'est relevé par le Conseil constitutionnel, c'est dans la devise nationale. Fraternité nationale. Voilà. Donc, ça concerne les membres d'une même nation. Et frater, par définition, c'est fermé. C'est pas humanis. C'est pas l'humanité. D'accord ? Donc, en fait, ce principe de fraternité, si tant est qu'il existe, il ne devait s'appliquer qu'aux membres de la même communauté nationale, à l'exclusion donc des gens qui n'en sont pas partis, qui n'ont pas la nationalité française. D'interprétation, quoi. Voilà. En fait, le débat n'est pas tant de savoir de quel côté on tranche, mais qui tranche, puisqu'il s'agit de politique. Peut-être, et c'est sans doute le cas, certains des gens qui nous regardent aujourd'hui se réjouissent de cette décision. Mais imaginez que c'eût été l'inverse. Eh bien là, vous auriez eu la même réflexion que j'ai.
C'est-à-dire de dire, mais il y a un problème de légitimité. Et c'est bien ça la difficulté. Donc, vous voyez, qu'on soit d'accord ou pas avec le fond de cette décision, il y a un problème parce que c'est de la politique. On est en démocratie, demos, kratos. D'accord ? Le pouvoir politique est toujours légitimé par le peuple. Là, cette institution, nommée par le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, c'est un pouvoir politique, mais qui n'est pas légitimé par l'onction du suffrage. Et qui n'est pas légitimé non plus par un tirage au sort, comme aurait pu l'imaginer Chouard, par exemple, sur les membres du Conseil constitutionnel. Donc il y a un grave problème ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je me suis amusé à comparer comment ça se passe dans d'autres juridictions équivalentes dans d'autres pays, mais ça n'a aucun rapport. Tu regardes en Allemagne, les mecs sont juges, ouais. Ils connaissent leur métier. Alors, en France, ils n'ont même pas d'équipe personnelle. J'ai été sidéré de constater qu'ils n'ont pas d'équipe personnelle, c'est une très bonne remarque, avec laquelle ils peuvent travailler en confiance, qui leur sert un peu de guide sur des sujets qu'ils peuvent ne pas maîtriser, ils font ce qu'ils veulent. Alors là, par exemple, j'ai un exemple, une décision du 21 novembre 2014, où le Conseil constitutionnel cite, mais sans les commenter, un certain nombre de règles de droit. Ouais. Et ensuite, point, alinéa, il résulte de ce qui précède que la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle n'est pas, en tout état de cause, une instance en cours à l'occasion à laquelle... Et ensuite, il statue. Pourquoi ? Non, il t'explique pas. En fait, il te cite les textes de loi, il ne t'interprète pas, ils te disent, du coup, en conséquence de ça. Alors, mais quand tu regardes en Allemagne, ils ne te font pas ça. Ils t'interprètent, ils te disent, voilà le texte, voilà l'équipe, déjà, voilà mon diplôme, pour continuer. Ça va plus loin, ils publient l'avis des juges. Le vote individuel des juges. Oui. Ce qui fait qu'on sait ce que chacun a voté et ça suppose que les décisions sont encore plus argumentées. Là, tu l'as relevé, c'est très juste. N'importe qui peut les lire et comprendre les décisions du Conseil constitutionnel. Elles sont très courtes. Elles font au maximum 4 pages. En réalité, elles sont très peu motivées. Alors, ils ont avancé tout un tas d'arguments pour le fait que ce ne soit pas trop motivé. En réalité, justement, c'est pour ne pas aller sur le terrain qui est un terrain politique. Ça serait reconnaître que si vraiment il motivait, il serait obligé de démontrer qu'il s'agit bien ici d'un choix politique. Or, comme on veut présenter ça comme une institution politique, bah, évidemment, ces décisions ne sont pas motivées. Enfin, elles sont motivées, mais sont très peu motivées. Moi, j'étais surpris que ce soit sur les décisions du pass sanitaire, du pass vaccinal ou tout un tas de décisions. On est stupéfait, on tombe de sa chaise quand on voit la faiblesse de l'argumentation et surtout sa brièveté. Par ailleurs, tu l'as relevé tout à l'heure, je voulais relever là-dessus, c'est un très bon point. Les juges du Conseil constitutionnel, à l'exception du président, n'ont pas d'assistant. Moi, Jacqueline Gouraud, qui n'a aucune compétence juridique, je serais bien heureux qu'elle ait un assistant pour peut-être lui expliquer un petit peu les articles de la Constitution et comment ça fonctionne avec la jurisprudence. En réalité, il y a un problème de compétences et on ne fait rien pour le résoudre. Parce qu'on pourrait les former un peu. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on a par exemple des présidents... Pourquoi est-ce qu'aucun président de la République n'a souhaité de façon volontariste modifier ce truc-là ? C'est une incapacité ou... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une arme à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, ils ont un outil parfait qui leur permet de valider toutes leurs décisions, passe sanitaire, etc., avec un vernis juridique. Mais si demain, le Conseil constitutionnel décide de mettre des bâtons dans les roues à Emmanuel Macron, ils peuvent très bien le faire. Oui, sauf que ça interroge du coup la coloration politique de ces juges. Et la coloration politique de ces juges... Excusez-moi, je ne pense pas que ces deux anciens ministres, que sont Jacqueline Gouraud, Jacques Mézard, et puis on peut rajouter aussi Alain Juppé et Laurent Fabius, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de divergences politiques de fond entre ces hommes. Alors qu'il y ait des contentieux personnels, que Fabius s'entende peut-être pas très bien avec Macron, on s'en fiche. Fiche. Le sujet, il est politique. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas tellement embêté Macron, parce qu'il y a une homogénéité politique, une homogénéité intellectuelle. Ici, la décision sur le RIP, c'est clairement la marque d'une élite qui considère que le pouvoir ne s'exerce pas à travers un référendum. C'est la démocratie représentative, donc les élites, qui sont les mieux à même pour diriger. C'est un non-sens pour moi, un non-sens au regard de la Constitution de la Ve République, un non-sens au regard de ce que le général de Gaulle a voulu, et un non-sens au regard de tout le récit qu'on nous vend depuis qu'on est tout petit, en disant, regardez, nous on est une démocratie, le peuple il s'exprime, le peuple il vote, à la différence de ces méchantes dictatures qui sont situées en Europe de l'Est, en Asie, etc. Et c'est vraiment une spécificité très, très française. C'est une spécificité française, effectivement.
la qualité des juges, leur qualité politique. Vous avez pas ça en Allemagne, tout à fait. Aux Ces États-Unis, modes c'est de encore nomination. pire. Alors, aux États-Unis, en fait, les États-Unis, c'est plus intéressant parce que c'est assumé. Eux, ils sont partis full Kelsen pour le coup. Alors, oui, mais alors, absolument, ils sont full Kelsen. Oui, tout à fait. Full Kelsen, c'est-à-dire que eux, ils assument clairement que c'est une cour constitutionnelle, mais mieux que ça, c'est pas full Kelsen. Ils assument que ce sont des juges politiques. On sait qui sont les juges républicains et qui sont les juges démocrates. On le sait. Et c'est transparent, et on sait qu'il y a un rapport de force. En fait, on sait que c'est une institution politique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de tensions. Vous voyez, quand il y a un juge qui est nommé, on en parle jusqu'en France. Les juges cantonnés par Trump, on en parlait jusqu'en France, parce qu'on sait toute l'importance que ça a. Les décisions de la Cour suprême américaine, elles ont une portée jusqu'en France. La raison pour laquelle on veut constitutionnaliser l'IVG, c'est à cause de la décision de la Cour suprême américaine. Donc il y a un écho formidable. Mais moi, je préfère la solution américaine, parce que la solution américaine, au moins, elle est transparente. Moi, si tu me demandais ce que je préfère, je pense qu'on devrait... Moi, je pense pas que ce soit des juges qui doivent apprécier... Justement, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le truc? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Élire les juges? Il y a plusieurs possibilités. Moi, je travaille là-dessus, j'écris là-dessus, donc je veux pas m'avancer trop sur ce que je suis en train d'écrire, mais il y a plusieurs optiques. La première optique, c'est... ça peut être, effectivement, l'élection des juges. Alors qui? Un corps électoral... ça risque d'être un petit peu embêtant, on va retomber sur le même problème. Si c'est le corps électoral qui choisit, comme pour les sénateurs, c'est-à-dire les grands électeurs, bah, ça va rester une cour d'élite, ça sera même peut-être encore pire. Le peuple, une élection comme une autre? Le peuple. Alors ça peut être effectivement une élection directement politique, et après tout, vraiment, je pense que ça peut être tout à fait logique, et on assumerait que c'est une institution politique. Ça, c'est la première solution. Moi, je réfléchis plutôt à une deuxième... mais ça peut tout à fait être le cas, je préfère ça à l'état actuel des choses. Il y a une deuxième possibilité, parce que je te l'ai dit, en fait, le problème, il est double. Le problème, il est à la fois que ce sont des politiques, mais aussi qu'on leur donne des textes, qui sont des textes dont la portée est politique. Donc il faudrait restreindre le nombre de textes. Donc, une autre option peut être de modifier la Constitution en disant ceci. C'est deux mots à ajouter. Le Conseil constitutionnel juge de la conformité des lois à la Constitution, c'est ce qui est marqué, point. On rajoute deux mots, à la Constitution de 1958. Ceci éviterait que les juges du Conseil constitutionnel décident d'aller beaucoup plus large, d'aller chercher des principes non écrits, et surtout d'aller chercher la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, il ferait moins de politique, et il ferait plus de juridique. À cela, on pourrait coupler aussi la nomination de magistrats professionnels. Des meilleurs de la Cour de cassation, des meilleurs du Conseil d'État, comme ça se fait en Allemagne. C'est aussi une solution. Voilà. Si c'est un objet juridique, ce sont des juges. Si c'est un objet politique, ce doit être du politique. Et je crois d'ailleurs que Fabius avait répondu à Éric Zemmour quand il avait dit qu'il voulait mettre en place un référendum sur l'immigration, et que Fabius avait vraiment dit clairement, je ne le laisserai pas faire. Alors ça, c'est un très gros point, et ça montre toute la difficulté et tout l'obstacle. Alors c'est un aveu. Ce qui est vraiment important à comprendre, je pense, c'est que indépendamment des idées politiques de chacun, même si tu serais plutôt plus d'un bord de droite et moi plutôt d'un bord de gauche, mettons une taxe sur les super profits. Tiens, regarde. On est tous obligés de concéder que quoi qu'il arrive, il y a un problème. Même si tu fais partie d'une école qui considère que le droit prime sur le référendum, ça n'est pas le droit, le Conseil constitutionnel. Absolument. Tu sais, d'où cet article du Monde Diplo qui est quand même pas vraiment un article de droite. Je fais un petit parallèle. Et je reviens après juste sur Éric Zemmour, mais je veux vraiment m'adresser ici autant aux gens de droite qu'aux gens de gauche. Moi, je me situe un peu comme la position d'un révolutionnaire en 1788 qui est prêt à s'allier avec les Jacobins et les Girondins pourvu qu'on fasse tomber le roi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense que le problème est au-delà de la question gauche-droite. D'accord? Donc, essayons d'oublier nos divergences un instant. Je veux sortir un exemple et répondre après à ce que tu disais sur Éric Zemmour, et on peut parler de Mélenchon. Mais je vais sortir un exemple de gauche. D'accord? Il y a eu un autre RIP qui a moins fait parler, que j'ai donné à commenter à mes étudiants d'ailleurs. En 2022, en octobre, il y avait une proposition de référendum d'initiative partagée qui avait été soumise par des députés NUPES. Et quelle était cette proposition? C'était d'instituer une taxe sur les super profits, les super dividendes. D'accord? Ceux qui n'existent pas, là. Voilà. Et donc, c'était la proposition. Bon, et après, on est dans le domaine économique. Exactement. Donc on est. Première étape, validée. Et voilà. Et alors, non. Attends. Non. J'ai anticipé. Non, t'as anticipé. Eh bien, justement, le Conseil constitutionnel, c'est parfait. Le Conseil constitutionnel a jugé. Tu vois à quel point c'est odieux. Le Conseil constitutionnel a jugé que ce n'était pas du domaine de la politique économique. C'était du domaine de la politique fiscale.
Non, mais allez-vous. Non, mais. C'est fantastique. Et oui. C'est fiscal, c'est pas économique, c'est fiscal. Allez lire la décision. C'est du domaine fiscal et ce n'est pas une mesure significative au demeurant. Donc, ça n'avait, je cite la décision de mémoire, cet référendum n'avait pas un objectif à satisfaire une politique économique, mais à abonder uniquement les finances publiques. Donc, un objectif en matière fiscale. Donc, le Conseil constitutionnel fait un distinguo entre la matière économique et la matière fiscale, sachant qu'on sait bien évidemment que la Constitution, typiquement pour des référendums, a été rédigée de manière relativement large. Donc, tu vois bien la position restrictive du Conseil constitutionnel. Donc, tu vois, regarde, là, ça concerne autant la gauche que la droite. C'est le bloc bourgeois. Alors, je suis sans doute un bourgeois, mais quand je dis bloc bourgeois, l'idéologie bourgeoise, l'idéologie libérale, social-libérale, comme on veut, j'utilise des mots simplifiants, qui dirige. Si demain, je réponds à ta question, demain, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, je crois que les deux voulaient mettre, veulent modifier la Constitution. Ils veulent passer par un référendum. Ou même, par exemple, un Jean-Luc Mélenchon qui voulait abolir la Constitution pour organiser un référendum pour en faire un nouveau. Est-ce que le Conseil constitutionnel pourra dire « Ah non, pas de 6ème République, parce qu'en fait, j'ai pas envie ». Alors, absolument. Il y a deux possibilités. Dingue, la première possibilité, et c'est celle qui est impossible, mais c'est celle qui est prévue par la Constitution, c'est l'article 89. L'article 89 prévoit que la révision de la Constitution ne peut se faire qu'en réunissant les deux chambres. Soit l'une après l'autre, puis référendum, soit le Congrès, c'est-à-dire on réunit les deux chambres, ça fait 800-900 parlementaires, et ils doivent approuver la modification de la Constitution ou l'abrogation de celle-ci à hauteur de, je crois, des 3/5. Donc il est évident que demain, Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, il n'a pas le Sénat avec lui, il n'a pas toute l'Assemblée nationale, il a peut-être la moitié de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas tout le Sénat. Le Sénat est renouvelé tous les tiers, donc il ne l'aura jamais. Et pareil pour Marine Le Pen. Donc tu ne peux pas passer par les deux chambres. C'est pour ça, et c'est ce qu'a fait De Gaulle en 62. De Gaulle, en 1962, il a été confronté au même cas de figure, en 62-61. Après l'attentat du Petit Clamart qui a failli lui enlever la vie, attentat de l'OS, il veut personnaliser le régime. Et il personnalise ce régime avec une modification de la Constitution qui prévoit l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Ça veut dire que c'est les Français en direct qui, à partir de 62, enfin 65, les premières élections, vont élire le président de la République. Avant, c'était l'Assemblée nationale, c'était le Parlement qui désignait le président de la République, qui a désigné De Gaulle. De Gaulle, il dit, moi je ne vais pas utiliser l'article 89, parce que l'article 89, il y a les parlementaires, ils sont tous contre. Je vais utiliser l'article 11. Et que nous dit l'article 11 ? L'article 11 nous dit, le président de la République peut soumettre directement, sans passer par les chambres, à référendum, tout projet de loi qui porte sur l'organisation des pouvoirs publics, sur les réformes de politique économique, sociale, environnementale. On revient au fameux domaine qui était contrôlé par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, bon cas, tant au niveau juridique d'ailleurs qu'au niveau politique, parce qu'on a dit, mais la révision de la Constitution, elle n'est pas indiquée dans cet article. Donc De Gaulle ne devrait pas pouvoir le faire. Mais De Gaulle, il a dit, c'est pas compliqué. Qui a institué la Constitution ? C'est le peuple. D'accord ? L'article 3 nous dit, je le connais de mémoire, la souveraineté du peuple s'exerce, s'exprime et s'exerce par la voix de ses représentants et par voie de référendum. De Gaulle a considéré qu'ici, la souveraineté populaire pouvait s'exprimer. Et donc, il a organisé ce référendum. Le Conseil, et alors là, où est le Conseil constitutionnel ? Le Conseil constitutionnel, en principe, c'est technique, mais c'est capital. Le Conseil constitutionnel doit contrôler non pas le référendum en tant que tel, parce qu'une fois que le référendum il est validé, il ne peut pas le contrôler. C'est interdit. Mais il peut contrôler le décret qui convoque les électeurs. D'accord ? Quand tu décides un référendum, tu es le président de la République, tu dois faire un décret en disant voilà, ce décret, il oblige toutes les mairies à organiser un référendum avec les scrutins, etc. En 62, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il ne pouvait pas contrôler le fond, c'est-à-dire contrôler si c'était bien un des domaines de l'article 11. Parce qu'évidemment, ce n'est pas un des domaines de l'article 11. Il n'y a pas de révision. Mais je vous dis, De Gaulle a fait primer une lecture qui était la sienne et qui aujourd'hui n'a jamais été remise en cause. J'y reviendrai après. Le Conseil constitutionnel, il a considéré très sagement, pour le coup, là on peut les considérer comme sages, que s'il contrôlait le fond de ce décret, ça revenait à contrôler la volonté du peuple lui-même. Et là, on serait dans le gouvernement des juges. Donc, sagement, ils ont refusé. Depuis, cette jurisprudence du Conseil constitutionnel a été, et c'est sous-marin, mais c'est assez clair dans certaines décisions du Conseil constitutionnel et par les propos de Laurent Fabius, il est possible que si demain,
Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon décident de réviser la Constitution par article 11, le Conseil constitutionnel, à l'occasion du contrôle du décret, qui normalement doit être un contrôle de pure forme, pas un contrôle sur le bon usage de l'article 11 et qu'on est bien dans les domaines. Le Conseil constitutionnel pourrait aller plus loin et considérer que ce n'est pas un domaine listé par l'article 11, et donc considérer que ce décret n'est pas valide. Oui, mais là, qu'est-ce qui se passe ? On est dans un moment typiquement schmittien, où la légalité et la légitimité vont se faire face. Et c'est là où je vous le dis, moi, la lecture que j'ai, pour l'instant, et on revient ici à Carl Schmitt, à Kelsen nous dit, la Constitution, c'est un contrat. Si la Constitution, c'est un contrat, le contrat, il est interprété par un juge, parce qu'un juge, il est là pour départir les parties. Sauf que Schmitt, et je suis pas très loin, mais plutôt de son avis, considère que qu'est-ce que c'est la Constitution ? C'est pas un contrat, la Constitution. La Constitution, c'est le peuple qui, à un moment, a voté. C'est une décision politique. Il n'a pas négocié article par article. Quand elle est votée, enfin, on n'a pas voté pour la Constitution de 58, on n'a pas sur notre bulletin dit OK pour la Constitution, mais pas l'article 52, pas l'article 53, et puis le 54, je le verrai plutôt avec 3 virgules. Tu vois ? On n'a pas dit ça. On n'est pas dans la négociation. On n'est donc pas dans un contrat. On est dans une décision politique. Donc ce n'est pas à un juge ici de venir interpréter la volonté des partis, parce que ce n'est pas un contrat. Il y a une seule partie, c'est le peuple qui s'est prononcé, qui a tranché. Donc ici, et on en revient à la lecture schmittienne de tout à l'heure, c'est le président de la République qui, sur une interprétation pareille, sur un flou comme celui-ci, doit dire, article 3 de la Constitution, le peuple est souverain, il s'exprime par voie de référendum. Le Conseil constitutionnel n'a pas la capacité, n'a pas la légitimité, n'a pas le pouvoir de s'opposer à son expression. Et il ne l'aurait pas. Et alors là, effectivement, là on entre dans une période très trouble juridiquement, très trouble constitutionnellement, dans laquelle volontairement je ne vais pas développer parce que c'est un sujet de long, et on aura l'occasion peut-être de refaire une autre émission. Voilà, mais c'est un grand moment, un moment tendu, un moment capital, et qui décidera de tout, en définitive. Qu'il s'agisse de Jean-Luc Mélenchon, qu'il s'agisse de Marine Le Pen, qu'il s'agisse d'Éric Zemmour. Mais il faudra à un moment en passer par là. Pour l'instant, le Conseil constitutionnel étant l'incarnation, l'extension du bloc bourgeois qui est au pouvoir, la question ne se pose pas, mais si un jour les choses devaient changer, ce bras de fer... Ce bras de fer, nécessairement, ce bras de fer aura lieu, puisque, encore une fois, je vous ai dit, ces règles-là, elles peuvent être opposées au président de la République, au gouvernement, parce que textuellement, on ne peut pas faire de révision de la Constitution par l'article 11. Mais il y a quand même des contre-arguments, je vous les ai cités. C'est des arguments plutôt théoriques, mais il y a aussi des arguments très concrets. On peut considérer... Regarde, je t'ai dit tout à l'heure, on est dans le droit, mais justement, c'est amusant. Je t'ai dit, il y a du droit écrit, il y a du droit non écrit. Il y a le droit écrit constitutionnel et il y a le droit non écrit constitutionnel. Mais il y a aussi du droit non écrit constitutionnel qui va dans notre sens. Je m'explique. Quand le général de Gaulle modifie la Constitution en 1962, alors que techniquement, il n'en a pas le pouvoir. Techniquement, c'est contraire à la Constitution. Il y a l'élection présidentielle en 65. Et cette élection présidentielle au suffrage universel direct, elle est le fruit d'un référendum qui serait donc illégal ? Donc en fait, quand Emmanuel Macron, et cette élection s'est répétée en 65, en 69, en 74, 81, jusqu'en 2022. Donc quand Emmanuel Macron répond, là je prends l'exemple de Marine Le Pen, vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas légal, mais alors monsieur Macron, c'est pas compliqué, votre élection en 2017 au suffrage universel direct, comme votre élection au suffrage universel en 2022, elle n'est pas légale non plus. Donc il y a bien à côté du droit écrit constitutionnel, du droit coutumier, du droit oral, du droit non écrit constitutionnel, cette pratique ancrée par De Gaulle, qui s'est répétée dans le temps et qui a été acceptée. Voilà la logique. Le dernier président légitime de France était donc René Coty, notre Reiss à nous. Et je pense que ça fait plaisir de le savoir. Sioran disait « Le droit est le royaume de l'imaginaire ». Je pense que ce Conseil constitutionnel en est peut-être une belle démonstration, ou en tout cas ce qu'il incarne le mieux dans ses représentations. Merci à toi d'avoir été là. Merci pour ton invitation. Merci à la régie, merci à l'invité, merci aux spectateurs, et comme on dit ici, merci Cognac Jet, à vous les studios, et à très vite.